Mon beau-père a déchiré mon chèque d'invalidité devant tout le monde. Les vrais hommes travaillent, ils ne vivent pas de l'assistanat. Ma femme n'a rien dit alors qu'il me jetait les morceaux à la figure. Ce qu'il n'avait pas réalisé, c'est que le facteur qui l'avait livré était encore à la porte. Il s'est raclé la gorge et a dit « Monsieur, c'est une infraction pénale ». Mon beau-père a déchiré le chèque en deux, puis de nouveau en deux. Et encore, des confettis blancs de monnaie nationale voltigeant sur la table à manger en acajou, atterrissant dans la mousse au chocolat de ma femme, s'éparpillant sur la nappe en dentelle que sa mère avait passé une heure à repasser ce matin-là. 1650 €. Mon chèque d'invalidité, le seul revenu qui nous maintenait, Léa et moi, à flot pendant que je ne pouvais pas travailler. Envolé. Voilà ce que je pense de l'assistanat, a dit Richard, sa voix portant à travers la salle à manger silencieuse. 12 paires d'yeux l'ont regardé me lancer les débris. Ils ont heurté ma poitrine, sont tombés sur mes genoux et ont roulé sur le parquet. Peut-être que maintenant tu vas te bouger et trouver un vrai travail. Je suis resté assis là, figé. Des morceaux du chèque de la caisse primaire d'assurance maladie numéro 847 392 614 étaient éparpillés autour de moi comme des preuves sur une scène de crime. C'est alors que Pierre a parlé. Monsieur. Tout le monde s'est retourné. Le facteur se tenait toujours dans l'embrasure de la porte de la salle à manger, tenant toujours sa sacoche en cuir, toujours dans son uniforme bleu de la poste avec ses insignes pour 23 ans de service sur le col. J'avais oublié qu'il était là. C'est une infraction pénale. J'étais marié à Léa depuis 4 ans, 4 bonnes années, pour la plupart. Nous nous étions rencontrés lors d'une collecte de fonds d'un IUT où elle était bénévole et où je faisais don de matériaux de l'entreprise de construction pour laquelle je travaillais. Elle était magnifique, cheveux bruns, sourire chaleureux, le genre de personne qui vous donnait l'impression d'être la personne la plus importante dans la pièce. Nous sommes sortis ensemble pendant 8 mois avant que je la demande en mariage. Nous nous sommes mariés à l'église de ses parents à Rennes. Petite cérémonie, 50 personnes. Richard avait porté un toast en disant qu'il me confiait sa fille et que j'avais intérêt à ne pas la décevoir. J'avais promis que je ne le ferais pas. Les 3 premières années ont été formidables. Je gagnais un salaire décent en tant que chef de chantier, 54 000 € par an plus les heures supplémentaires. Nous avions économisé pour un acompte sur une maison. Nous parlions d'enfants. Nous avions des projets. Puis est arrivé le 17 novembre 2021. Le jour qui a tout changé. Nous travaillions sur un chantier commercial dans le centre-ville de Brest, un complexe de bureaux de 7 étages. J'étais au 3e étage, coordonnant l'installation d'une poutre en acier avec le grutier. L'élingage a cédé. Une poutre en I de 2 tonnes, longue de 6 mètres, s'est détachée du câble de la grue à 14h47, m'a heurté en plein dans le bas du dos et m'a projeté sur le sol en béton. Je me souviens du bruit, comme une branche d'arbre qui casse, mais la branche, c'était ma colonne vertébrale. 2 vertèbres brisées, des hernies discales en L4 et L5, des lésions nerveuses. La chirurgienne orthopédiste, la docteure Sophie Lemaire, m'a dit que j'avais de la chance de pouvoir marcher, que si la poutre m'avait heurté 15 cm plus haut, je serais paralysé des membres inférieurs. Mais vous ne ferez plus jamais de travail physique, avait-elle dit. Votre dos ne peut pas le supporter. 10 kg est votre capacité de levage maximale. Tout ce qui dépasse ce poids risque une paralysie permanente. J'étais sans travail depuis 3 ans. L'assurance accident du travail avait couvert les opérations, la kinésithérapie, les médicaments. Mais après 18 mois, ils ont déterminé que j'avais atteint le stade de consolidation. Traduction, c'était le mieux que je pouvais espérer. J'ai donc demandé l'allocation aux adultes handicapés. Le processus a duré 14 mois, formulaire, dossiers médicaux, 3 examens distincts par les médecins de la caisse, une audience devant un juge du pôle social, l'honorable Mathieu Durand, qui avait examiné mon dossier et déterminé que oui, un homme avec 2 vertèbres brisées et des lésions nerveuses permanentes était qualifié d'invalide. La lettre d'approbation était arrivée en mars. Des paiements rétroactifs couvrant la période où je n'avais pas pu travailler, puis des chèques mensuels de 1 700 €. Pas assez pour vivre confortablement, mais assez pour payer les factures et mettre de la nourriture sur la table pendant que je réfléchissais à la suite. Léa m'avait soutenu au début. On va s'en sortir, avait-elle dit après ma blessure. Tu vas guérir. Tout ira bien. Mais au fil des mois qui se sont transformés en années, j'avais vu le doute s'installer, la façon dont elle me regardait quand je ne pouvais pas aider à déplacer des meubles, le silence quand ses amis parlaient des promotions de leur mari,
la tension quand je devais m'allonger en pleine journée parce que la douleur était trop intense. Et sa famille, surtout Richard, avait été pire. Richard Morel était un ingénieur d'Airbus à la retraite, âgé de 67 ans. Il avait travaillé 42 ans avant de prendre sa retraite avec une pension complète. Un self-made man, aimait-il rappeler à tout le monde. Il avait grandi pauvre dans la campagne bretonne. Il avait payé ses études universitaires. Il avait bâti sa carrière sur le travail acharné et la détermination. Il n'avait jamais caché sa déception à mon égard. À ton âge, je subvenais aux besoins de ma famille, avait-il dit à Noël l'année dernière, pas assis à encaisser des chèques de l'État. Je ne suis pas assis sans rien faire, avais-je répondu. Je me remets d'un accident du travail. Des excuses. Mon père s'est cassé le dos dans un accident à la mine et a quand même travaillé jusqu'à 70 ans. La médecine a évolué depuis. Les médecins disent maintenant aux gens de ne pas causer de dommages permanents. Richard m'avait fusillé du regard. Génération de mauviettes. Léa avait changé de sujet. Chaque dîner de famille depuis avait suivi le même schéma, Richard faisait un commentaire sur les hommes valides, les assistés ou la dépendance à l'État, je me mordais la langue, Léa restait silencieuse, et sa mère servait le dessert en faisant comme si de rien n'était. Le dîner du dimanche d'aujourd'hui avait commencé assez normalement. Toute la famille de Léa, 12 personnes, entassées autour de la table à manger chez ses parents au sud de Rennes, ses deux frères, Jacques et Thomas, sa sœur, Michel, les conjoints, les parents, et la grand-mère. Nous avions survécu au rôti de bœuf, aux banalités sur le sport, la météo et le récital de danse de la fille de Michel. Puis la sonnette avait retenti pendant le dessert. Je m'étais levé lentement, prudemment la façon dont je devais toujours me lever maintenant et j'avais marché jusqu'à la porte d'entrée. Pierre Martin, notre facteur habituel, la cinquantaine, cheveux gris, le genre de type qui connaissait tout le monde sur sa tournée par son nom et se souvenait des anniversaires. Recommandé, Luc. Il faut une signature. J'avais signé sur sa tablette électronique, pris l'enveloppe et reconnu immédiatement l'adresse de l'expéditeur, Caisse primaire d'assurance maladie, Centre de prestation d'invalidité, Paris. Mon paiement mensuel. J'étais retourné dans la salle à manger et j'avais posé l'enveloppe sur la table à côté de mon assiette en m'asseyant. C'est alors que Richard l'avait repéré. Qu'est-ce que c'est que ça? Sa voix avait ce ton tranchant, celui que j'avais appris à reconnaître, celui qui annonçait des ennuis. Juste du courrier. Il l'avait ramassé avant que je puisse l'arrêter. Il avait lu l'adresse de l'expéditeur. Caisse primaire d'assurance maladie. La table était devenue silencieuse. Ton allocation d'invalidité. Pas une question, une accusation dégoulinant de mépris. Oui. Et c'est là qu'il l'avait déchiré, avait sorti le chèque au nom de Luc Jean Dubois pour 1 700 €, daté du 1er octobre 2024. Il l'avait brandi pour que tout le monde le voie. Chaque mois, pour ne rien faire du tout. Richard, avait commencé Léa. Non, Léa, ton mari a besoin d'entendre ça. Il m'a regardé avec un dégoût pur. Les vrais hommes travaillent. Les vrais hommes subviennent aux besoins de leur famille. Ils ne vivent pas des aides de l'État payées par des gens comme moi qui ont réellement contribué à la société. Ma mâchoire s'était serrée si fort que j'ai cru que mes dents allaient se briser. J'ai travaillé dans la construction pendant 15 ans jusqu'à ce qu'une poutre en acier me tombe sur le dos et me brise 2 vertèbres. Je n'ai pas choisi ça. Des excuses. Beaucoup de gens ont mal au dos et travaillent quand même. Ils surmontent la douleur. Ils assurent. Je suis physiquement incapable de soulever plus de 10 kg sans risquer une paralysie permanente. Parce que tu es faible. Il s'était levé, du haut de ses 1,88 mètres, dominant la table. Ma génération n'abandonnait pas quand les choses devenaient difficiles. Nous allions de l'avant. Nous travaillions malgré les blessures. Nous faisions ce qui devait être fait. Tu t'occupes de ta famille avec mes impôts, avec de l'argent volé à des gens qui le gagnent vraiment. Ce n'est pas s'occuper de sa famille. C'est du vol. Puis il avait déchiré le chèque en deux. Le son, cette déchirure nette de papier, avait traversé la salle à manger comme un coup de feu. Voilà ce que je pense de l'assistanat. Il l'avait déchiré encore et encore et encore. Des morceaux voltigeant partout. Puis il m'avait jeté les débris. Ils avaient heurté ma poitrine, étaient tombés sur mes genoux et s'étaient éparpillés sur le sol. Tout le monde avait regardé, médusé, Jacques, Thomas, Michel, la mère de Léa, Dominique, la grand-mère Hélène, les conjoints,
les enfants. Personne n'a rien dit. Personne n'a bougé. J'avais regardé Léa, ma femme, la femme qui avait promis de me soutenir dans la maladie comme dans la santé, attendant qu'elle me défende, qu'elle dise quelque chose, n'importe quoi. Elle avait baissé les yeux sur son assiette. Richard s'était rassis, satisfait. Peut-être que maintenant tu vas te bouger et trouver un vrai travail, comme un vrai homme. C'est alors que Pierre avait parlé. Monsieur. Richard s'était retourné, agacé par l'interruption. Quoi? C'est une infraction pénale. Richard avait ri. Vraiment ri. De quoi parlez-vous? Pierre était entré complètement dans la salle à manger. J'avais oublié qu'il était toujours là, il m'avait demandé des nouvelles de mon dos, comment j'allais, quand Richard avait saisi l'enveloppe. Destruction de correspondance, a dit Pierre, sa voix calme, professionnelle. Spécifiquement, un chèque de prestation sociale émis par l'État. C'est un délit en vertu de l'article 226 à 15 du Code pénal, violation du secret des correspondances. Le rire s'était éteint sur le visage de Richard. Je suis facteur, a continué Pierre, pas policier. Mais je suis un agent du service public, et je viens de vous voir commettre un délit. La loi m'oblige à le signaler. La pièce était devenue absolument silencieuse. On aurait pu entendre une mouche voler. Le visage de Richard avait recommencé à rougir. Sortez de chez moi. Je pars déjà, a dit Pierre calmement. Mais je vais déposer une main courante dès que je serai de retour au bureau de poste, et je vais documenter tout ce dont j'ai été témoin. Il avait sorti son téléphone et commencé à prendre des notes. Heure, 13h47. Lieu, 3847 rue du Chêne Nord, Rennes. Sujet observé. Il avait regardé Richard. Non. Vous n'avez pas besoin de mon nom. Si. Pour le rapport. Pierre avait attendu. Le visage de Richard était passé du rouge au violet. Richard Morel. A vu Richard Morel détruire le chèque du Trésor public numéro 847 392 614, émis à Luc Dubois pour un montant de 1 700 €, devant 12 témoins. Pierre avait regardé autour de la table. J'aurai besoin des noms de vous tous. Vous êtes témoin d'un délit. Si cela va au tribunal, vous serez probablement cité à comparaître. La mère de Léa, Dominique, était devenue blême. Richard, qu'as-tu fait? Je n'ai rien fait. La voix de Richard était montée jusqu'à un cri. Il exagère. Ce n'est qu'un chèque. C'est une propriété de l'État, a corrigé Pierre. Destruction de documents administratifs, détournement de prestations sociales. Selon le procureur, cela pourrait aussi être qualifié de vol sur une personne vulnérable, ce qui est une circonstance aggravante. Il s'est tourné vers moi. Luc, je suis désolé que cela soit arrivé. Vous devrez contacter l'assurance maladie demain pour demander un duplicata. Ils le réémettront, mais cela pourrait prendre 2 à 3 semaines. 2 à 3 semaines? Notre loyer était dû dans 5 jours. J'avais senti mon estomac se nouer. Pierre m'avait tendu une carte de visite. Ceci contient le numéro de la plateforme téléphonique de l'assurance maladie. Et si vous voulez déposer une plainte à la police, ce que je recommande, je serai heureux de fournir mon témoignage. J'ai 23 ans de service à la poste. Je connais la loi. Ce qu'il a fait est un délit. Merci, Pierre. Il a hoché la tête et a regardé Richard une dernière fois. Vous devriez probablement prendre un avocat, monsieur Morel. La justice ne plaisante pas avec ce genre de choses. Puis il est parti. La salle à manger est restée figée pendant peut-être 10 secondes après le départ de Pierre. Puis tout le monde s'est mis à parler en même temps. Papa, à quoi tu pensais? Est-ce qu'il est sérieux? Peuvent-ils vraiment le poursuivre? Richard, tu as déchiré son chèque d'invalidité. Nous sommes tous témoins maintenant. Richard s'était affalé sur sa chaise. Son visage était passé du violet au blanc. C'est ridicule. Ils ne vont pas vraiment poursuivre pour un chèque. Ils ont poursuivi une femme en Auvergne l'année dernière pour la même chose, avais-je dit tranquillement. Tout le monde s'était tourné pour me regarder. Elle a détruit le chèque de pension de son ex-mari. Elle a pris 3 ans de prison ferme. J'ai lu ça en faisant des recherches sur les cas de fraude aux prestations sociales. Le frère de Léa, Jacques, avait déjà sorti son téléphone et commençait à chercher sur Google.
Merde, avait-il marmonné. Papa, il a raison. Délit pénal, jusqu'à 5 ans de prison, jusqu'à 230 000 € d'amende. La justice a un taux de condamnation de 98% pour ces affaires. La couleur avait complètement quitté le visage de Richard. C'était juste. Je voulais marquer un point. Tu m'as humilié, avais-je dit. Ma voix était stable, calme, mais je sentais une rage brûler dans ma poitrine comme une fournaise. Tu m'as traité de faible devant toute ta famille. Tu as dit que je n'étais pas un vrai homme. Tu as détruit le seul revenu que j'ai en ce moment. Et tu l'as fait parce que tu penses que les personnes handicapées ne méritent pas d'aide. Je ne voulais pas dire. Si, tu le voulais. Tu pensais chaque mot. Je m'étais levé lentement, prudemment, comme je devais toujours le faire maintenant. J'ai commencé à ramasser les morceaux du chèque déchiré sur la table, sur mes genoux, sur le sol, et je les ai mis dans ma poche. Je vais déposer une plainte à la police demain, avais-je dit. Et je vais porter plainte. Tu ne peux pas, avait commencé Richard. Je peux et je le ferai. Parce que ce que tu as fait n'était pas seulement illégal, c'était cruel. Et tu l'as fait pour prouver quelque chose sur des gens que tu ne comprends pas et que tu ne cherches pas à comprendre. Léa avait finalement parlé. Luc, peut-être qu'on peut juste laisser tomber. Je m'étais tourné pour la regarder. Vraiment? Je l'ai regardée. Laisser tomber? Ma voix avait été basse, menaçante. Il a détruit l'argent de notre loyer. M'a traité de faible. M'a jeté du papier déchiré comme si j'étais un déchet. Et tu n'as rien dit. C'est mon père. Et je suis ton mari, avec un handicap légitime qu'il vient de ridiculiser devant tout le monde que tu connais en commettant un délit. Elle avait détourné le regard, incapable de croiser mes yeux. Tu peux rester ici si tu veux, avais-je dit. Je rentre à la maison. J'étais sorti, j'étais monté dans notre Peugeot 508 de 2012 et j'étais parti. Et alors que j'étais assis au feu rouge sur l'avenue de l'Atlantique, à 3 pâtés de maison de chez Richard, avec les morceaux déchirés de mon chèque d'invalidité dans ma poche et le silence de ma femme résonnant encore à mes oreilles, j'avais réalisé quelque chose. C'était fini. Fini de m'excuser d'être blessé. Fini d'accepter l'humiliation. Fini de laisser la famille de ma femme me traiter comme si j'étais moins qu'humain parce que je ne pouvais plus travailler dans la construction. J'ai sorti mon téléphone et appelé la ligne non urgente de la police nationale. Police nationale de Rennes, comment puis-je vous aider? J'ai besoin de déposer une plainte. Mon beau-père a détruit mon chèque d'invalidité de l'assurance maladie. Un facteur en a été témoin et a dit que c'était un délit. J'envoie un agent prendre votre déposition. Quelle est votre adresse? L'agente Clara Bernard est arrivée à notre appartement à 16h23. La trentaine, agente de police, allure professionnelle. Elle avait pris ma déposition, photographié les morceaux de chèque déchirés et pris la carte de visite de Pierre pour ses coordonnées. C'est définitivement un délit, avait-elle confirmé. Destruction de correspondance, détournement de prestations sociales. Le parquet s'occupera de l'enquête, mais je vais déposer ce rapport et le leur transmettre. Que se passe-t-il ensuite? Ils enquêteront, interrogeront les témoins et interrogeront le facteur. S'ils déterminent qu'il y a suffisamment de preuves et d'après ce que vous me dites, c'est le cas, ils renverront l'affaire au procureur de la République pour poursuite. Combien de temps cela prend-il? Les affaires judiciaires avancent lentement. Cela pourrait prendre des mois. Mais la justice ne plaisante pas. Ils ont un taux de condamnation très élevé. Après son départ, j'avais appelé l'assurance maladie. J'ai passé 43 minutes en attente et j'ai finalement parlé à une représentante nommée Denise qui avait écouté mon histoire et avait fait une demande pour un paiement de remplacement. Cela prendra 2 à 3 semaines à traiter, avait-elle dit. J'en ai besoin plus tôt. Mon loyer est dû. Je comprends, monsieur Dubois, mais c'est le délai standard. Le système doit signaler le chèque original comme détruit, l'annuler, en émettre un nouveau et l'envoyer par la poste. Il n'y a aucun moyen d'accélérer le processus. Que suis-je censé faire pour le loyer? Vous pourriez essayer d'appeler votre propriétaire, expliquer la situation, voir s'il peut s'arranger avec vous. J'avais raccroché. J'ai appelé notre propriétaire, Thomas Petit, et lui ai expliqué ce qui s'était passé. Mon Dieu, avait-il dit. Votre beau-père a détruit votre chèque d'invalidité? Oui, c'est vraiment moche. Écoutez, ne vous inquiétez pas pour le loyer.
Payez-moi quand le chèque de remplacement arrivera. Je ne vais pas expulser quelqu'un pour ça. Merci. Pas de problème. Et Luc, portez plainte. Ne le laissez pas s'en tirer comme ça. Léa est rentrée à la maison à 19h18. J'étais assis sur le canapé, corset dorsal en place, un coussin chauffant pressé contre le bas de ma colonne vertébrale. Elle s'était tenue dans l'embrasure de la porte. Luc, il faut qu'on parle. D'accord. Tu ne peux pas vraiment porter plainte contre mon père. Je l'avais regardé fixement. Si, je peux. Et j'ai déjà déposé une plainte à la police. Tu as fait quoi? J'ai appelé la police. J'ai déposé une plainte. L'agent Bernard a pris ma déposition et des photos du chèque détruit. Elle transmet le dossier à l'inspection générale de la Poste. Le visage de Léa était devenu blanc. Luc, non. Tu dois laisser tomber ça. Pourquoi? Parce que c'est mon père? Parce que ça va détruire notre famille. Il a détruit une propriété de l'État, avais-je dit calmement. Il a commis un délit devant 12 témoins, y compris un agent du service public qui est légalement tenu de le signaler. Il voulait juste marquer un point. En m'humiliant, en détruisant nos revenus, en me jetant du papier déchiré comme si j'étais une ordure? Et tu n'as rien dit. Je l'avais regardé. Tu es resté assise en silence pendant que ton père me traitait de faible et de pas un vrai homme. Pendant qu'il détruisait le seul argent que nous avons. Tu ne m'as pas défendu. Tu n'as pas dit un mot. Elle avait détourné le regard. Je ne savais pas quoi dire. Que dirais-tu de « Papa, arrête » ? Que dirais-tu de « C'est mal » ? Que dirais-tu de littéralement n'importe quoi qui aurait montré que tu étais de mon côté ? Je suis de ton côté. Non, tu es de son côté. Tu l'as toujours été. Luc, s'il te plaît, retire juste les plaintes. Je vais lui parler. Il s'excusera. On peut passer à autre chose. Je ne retire rien du tout. Il a commis un crime. Il doit en subir les conséquences. Tu es vindicatif. Je suis juste. Ton père a enfreint la loi, m'a humilié, et tu me demandes de faire comme si de rien n'était pour le protéger. C'est mon père. Et je suis ton mari. Ma voix s'était élevée. J'ai un handicap légitime, documenté, approuvé par un tribunal et ton père me traite comme si j'étais paresseux, comme si je volais, comme si j'étais moins qu'humain, et tu le laisses faire. Léa s'était mise à pleurer. Ça va déchirer notre famille. C'est ton père qui a fait ça, pas moi. Elle avait attrapé son sac à main. Je retourne chez mes parents. Bien sûr que tu y retournes. Elle était partie. J'étais resté assis là, seul sur le canapé, et je me demandais quand ma femme avait cessé d'être ma partenaire pour devenir la fille de son père. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas, Monsieur Dubois, ici l'inspecteur Jacques Morel de l'inspection générale de la Poste. Mon cœur s'était mis à battre la chamade. C'était rapide. Nous prenons les délits postaux au sérieux. J'ai examiné la plainte déposée par l'agent Bernard. J'ai également parlé avec le facteur Pierre Martin, qui a fourni une déclaration détaillée. J'aimerais vous rencontrer pour enregistrer votre déposition. D'accord. Êtes-vous disponible cet après-midi? Je suis à Rennes. Oui. Nous nous étions rencontrés dans un café sur la route de Rennes Sud à 14h. L'inspecteur Morel avait la petite cinquantaine, costume gris, carte professionnelle. Il avait apporté un ordinateur portable et un enregistreur. Je vais enregistrer cet entretien. Est-ce que cela vous convient? Oui. Il avait pris ma déposition, posé des questions détaillées et m'avait montré des photos que Pierre avait prises, des photos dont je ne connaissais pas l'existence, des morceaux de chèques déchirés sur la table, le visage de Richard en colère et rouge, les 12 témoins qui regardaient. Pierre a tout documenté, avait expliqué l'inspecteur Morel. Des photos horodatées, des notes détaillées, les noms de tous les témoins. Il est facteur depuis 23 ans. Il connaît la procédure. Que se passe-t-il maintenant? Je vais terminer mon enquête et interroger les témoins. Une fois que tout sera documenté, je transmettrai le dossier au bureau du procureur de la République avec une recommandation de poursuite. Combien de temps cela prendra-t-il? 2 à 3 mois, généralement. Les affaires judiciaires avancent lentement. Mais monsieur Dubois, je veux que vous compreniez quelque chose.
Ce que Richard Morel a fait est grave. Il ne s'agit pas seulement de l'argent. Il s'agit de l'intégrité du système de prestations sociales. Si les gens peuvent détruire des chèques d'aide sans conséquence, cela sape tout le programme. Je comprends. Êtes-vous prêt à ce que cela aille au tribunal? À ce que votre famille soit impliquée? J'avais pensé à Léa, à ses larmes de la nuit dernière, à son choix de préférer son père à moi. Oui, avais-je dit. Je suis prêt. L'inspecteur Morel a agi rapidement. En 2 semaines, il avait interrogé les 12 témoins. La famille de Léa n'avait apparemment pas apprécié. Dominique m'avait appelé. Luc, s'il te plaît. Richard est terrifié. Il a 67 ans. Il ne peut pas aller en prison. Il aurait dû y penser avant de détruire un document officiel. Il a fait une erreur. Il a commis un délit devant toute sa famille parce qu'il voulait humilier une personne handicapée. Ne peux-tu pas trouver dans ton cœur la force de pardonner? Non, je ne peux pas, j'avais raccroché. Léa était retournée vivre chez ses parents et avait demandé la séparation de corps. J'avais engagé une avocate, maître Hélène Charpentier, une avocate en droit de la famille avec 18 ans d'expérience. Nous avions entamé la procédure de divorce. Votre femme vous a quitté parce que vous avez porté plainte contre son père pour avoir commis un délit, avait demandé maître Charpentier lors de notre première rencontre. Oui. Cela vous dit tout ce que vous devez savoir sur le camp qu'elle a choisi. Je sais. 8 semaines après le dîner du dimanche, j'ai reçu un appel du substitut du procureur David Marchand. Monsieur Dubois, nous allons engager des poursuites. Richard Morel sera accusé d'un chef d'accusation de destruction de correspondance en vertu de l'article 226 à 15 du Code pénal. L'accusation est passible d'un maximum de 5 ans de prison et d'une amende de 230 000 €. Quelles sont les chances de condamnation? Compte tenu des témoignages, de la déclaration de l'agent public, des preuves photographiques et de l'absence totale de défense de Monsieur Morel, je dirais 99%. Quelle sera sa peine réelle? Cela dépend de plusieurs facteurs, absence de casier judiciaire, son âge, s'il montre des remords. Le résultat probable est une peine avec sursis, des travaux d'intérêt général et une amende, mais il aura une condamnation pénale à son casier. Bien. La comparution initiale était prévue pour le 14 décembre 2024, au tribunal judiciaire de Rennes. J'avais pris un VTC car mon dos ne supportait pas de conduire aussi loin. Le palais de justice était intimidant, tout en marbre, avec des contrôles de sécurité et des symboles de la République. J'avais aperçu Richard et Dominique dans le couloir devant la salle d'audience. Richard semblait avoir vieilli de 10 ans gris, creusé, effrayé. Dominique m'avait vu et s'était approché. Luc, s'il te plaît. Il est prêt à s'excuser, à réparer les choses. Ne peux-tu pas retirer ta plainte? Ça ne marche pas comme ça, avais-je dit. C'est une poursuite publique. C'est le procureur qui porte les accusations, pas moi. Je ne pourrais pas les retirer même si je le voulais. Mais tu pourrais leur demander. Non, je ne pourrais pas, et je ne le ferai pas. Richard avait été appelé devant la juge, l'honorable Isabelle Lambert. Elle avait lu les charges. Richard avait plaidé non coupable. Elle avait fixé une date de procès pour mars 2025. Monsieur Morel, avait dit la juge Lambert, je vous place sous contrôle judiciaire, mais je veux être très clair. La destruction de correspondance est une infraction grave. Si vous êtes reconnu coupable, vous ferez face à des conséquences importantes. Je vous suggère de parler avec votre avocat d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Après la comparution, le procureur Marchand m'avait pris à part. Son avocat va nous contacter pour un accord. Qu'est-ce qui vous conviendrait? Je veux qu'il admette ce qu'il a fait officiellement, et je veux qu'il subisse de vraies conséquences. Nous pouvons faire en sorte que cela se produise. 2 semaines plus tard, l'avocat de Richard a contacté le procureur Marchand. Il voulait un accord. Richard plaiderait coupable à un chef d'accusation de destruction de correspondance. En échange, l'accusation recommanderait aucune peine de prison ferme, 3 ans de sursis probatoire, 200 heures de travaux d'intérêt général, une amende de 4 500 €, une lettre d'excuse formelle à mon intention et la participation obligatoire à un stage de sensibilisation au handicap. J'y avais réfléchi pendant 3 jours, puis j'avais dit au procureur Marchand que j'acceptais. Bien, avait-il dit, parce que franchement, envoyer un délinquant primaire de 67 ans en prison pour avoir détruit un chèque semble excessif. Mais la condamnation,
le sursis, l'amende ça envoie le bon message. L'audience de plaider coupable a eu lieu le 22 janvier 2025. Même tribunal, même juge. Richard s'était tenu devant la juge Lambert et avait admis officiellement, en audience publique, qu'il avait détruit mon chèque de l'assurance maladie, qu'il l'avait fait intentionnellement et qu'il savait que c'était mal. La juge Lambert avait accepté le plaidoyer. Monsieur Morel, avait-elle dit, vous avez violé la loi. Vous avez détruit un document officiel, et vous l'avez fait pour humilier une personne ayant un handicap légitime. Cela donne une mauvaise image de votre caractère et de votre jugement. Richard avait fixé le sol. Vous avez de la chance que Monsieur Dubois et le procureur aient accepté cet accord. Vous avez de la chance de ne pas aller en prison, mais vous devez comprendre quelque chose, vous avez maintenant une condamnation pénale qui vous suivra pour le reste de votre vie. Vous ne pourrez plus jamais posséder une arme à feu. Vous devrez le déclarer pour certains emplois ou demandes de visa. Cela n'en valait pas la peine. Je comprends, Madame la juge. Bien. Assurez-vous que ce soit le cas. Vous êtes condamné à 3 ans de sursis probatoire, 200 heures de travaux d'intérêt général et une amende de 4 500 €. Vous êtes également tenu d'écrire une lettre d'excuse formelle à Monsieur Dubois et de suivre un stage de sensibilisation au handicap approuvé par le service de probation. Le marteau était tombé. Richard Morel, ingénieur d'Airbus à la retraite, 67 ans, self-made man, avait maintenant une condamnation pénale pour avoir détruit mon chèque d'invalidité lors d'un dîner du dimanche. 6 mois plus tard, mon divorce d'avec Léa a été prononcé. Elle s'était battue pour une prestation compensatoire. Mon avocate avait ri et avait souligné que c'était moi qui étais invalide sans autre revenu que mon allocation mensuelle. Léa n'avait rien obtenu. Mon paiement de remplacement de l'assurance maladie était arrivé 3 semaines après le dîner du dimanche. Notre propriétaire, Thomas, avait été patient. J'avais payé le loyer en retard et rattrapé tout mon retard. J'avais commencé à suivre des cours en ligne en développement web, quelque chose que je pouvais faire de chez moi, quelque chose qui ne nécessitait pas de soulever des charges ou de rester debout pendant des heures. La douleur au dos n'a jamais disparu. Je portais encore un corset la plupart du temps, avais encore besoin de coussins chauffants et de mouvements prudents. Mais je me construisais une nouvelle vie. La lettre d'excuse de Richard était arrivée en février. Cher Luc, je t'écris pour m'excuser d'avoir détruit ton chèque de l'assurance maladie le 1er octobre 2024. Ce que j'ai fait était mal. C'était illégal. C'était cruel. J'ai laissé mes convictions personnelles sur le travail et le handicap m'aveugler sur la réalité de ta situation. Tu as une blessure légitime. Tu as un handicap légitime. Tu mérites les prestations que tu reçois. Je t'ai humilié devant ma famille. J'ai détruit de l'argent dont tu avais besoin pour survivre. Je t'ai traité de faible alors que tu n'as montré que de la force en faisant face à une blessure qui aurait détruit la plupart des hommes. Je suis désolé. Je sais que ce n'est pas suffisant. Je sais que je ne peux pas défaire ce que j'ai fait, mais je voulais que tu saches que je comprends maintenant à quel point j'avais tort. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. Richard Morel, je l'ai lu 3 fois, je l'ai classé et je n'ai jamais répondu.